Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour Monsieur Nando. Le gouvernement congolais vient finalement de franchir les Rubicons entre guillemets parce que par la voix de son porte-parole, il annonce officiellement que le Rwanda, il dénonce les rôles que le Rwanda joue dans les violences qu'il y a actuellement à l'est du pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce une avancée? Monsieur Etienne Nandou, je souhaite que chaque fois que nous parlons de ce gouvernement-là, que nous puissions commencer par mentionner le fait que il est issu d'un coup d'État administratif après la mascarade électorale du mois de novembre et décembre 2011. Cela étant, c'est que le porte-parole de ce dit gouvernement affirme aujourd'hui est un secret de polichinelle. Et si vous lisez très bien la déclaration qu'il a faite, il mentionne le fait que ce qui s'est passé sur le sol rwandais l'a été à cause de la passivité des autorités rwandaises. En d'autres termes, ce monsieur ne condamne pas directement les responsables rwandais d'être impliqués dans la mutinerie, dans la mise sur pied de la mutinerie qu'il y a eu à l'est de notre pays. Un autre commentaire que je pourrais faire sur cette question est la suivante. Si nous parlons de toutes ces questions liées à la guerre à l'est de notre pays et à l'implication du Rwanda dans ces guerres, si nous en parlons en disant que ce sont des secrets de polichinelle, c'est pour dire que le Rwanda s'est installé chez nous depuis 1996. C'est à partir de cette année-là qu'officiellement il a infiltré toutes nos institutions, que ce soit le gouvernement, que ce soit la présidence de la République, que ce soit la police, que ce soit les entreprises publiques. Le Rwanda se retrouve dans toutes ces institutions-là depuis la guerre d'agression de l'AFDL, abusivement dénommée guerre de libération. Alors ce qui se passe maintenant, ce n'est pas quelque chose de neuf. Ce sont des petites révélations de ce qui s'est fait en permanence. Donc nous devrions être très malins pour mieux lire ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Nous risquons de croire qu'il y a quelque chose de neuf, alors que l'infiltration date de cette année où la guerre d'agression a été déclenchée contre notre pays. Mais est-ce que tout de même la position du gouvernement de Kinshasa ne devenait pas intenable, c'est-à-dire nier l'évidence, les rapports de la MONUSCO et de Human Rights Watch? Est-ce que sa position ne devenait pas intenable? Oui, ça devenait intenable, mais cette déclaration que Mende vient de faire servira à quoi? Rappelez-vous, Monsieur Etienne Nandou, qu'il y a un rapport bien rédigé sur toutes ces questions, sur le rapport mapping du 1er octobre 2010. Mais ce rapport n'a pas été suivi des faits juridiques pouvant établir la responsabilité pénale du Rwanda et de ses escadrons de la mort, de ses collabos qui sont au Congo, pour que, enfin, on mette fin à l'impunité. La question majeure semble être à ce niveau-là. L'impunité est entretenue chez nous dans la mesure où tous les rapports qui ont été rédigés sur cette guerre d'agression et sur les crimes qui ont été commis pendant le déroulement de cette guerre, tous ces crimes-là sont restés impunis jusqu'à ce jour. Mais cette dénonciation, bien que molle, elle a quand même le mérite d'exister. Oui, je le concède, mais ce sont des dénonciations qui viennent après beaucoup d'autres dénonciations. Si vous lisez l'article que Congo One a publié aujourd'hui et que j'ai intitulé Maîtriser le modus operandi du Rwanda, de ses alliés et autres collabos chez nous, si vous lisez calmement cet article-là, vous allez vous rendre compte que ces dénonciations sont plus ou moins du bluff, c'est-à-dire
on dénonce, mais dans l'entretemps, les mutins seront récupérés dans l'armée congolaise ou ceux qui en restent. Ils vont trouver des arrangements pour que les membres faisant partie de cette mutinerie soient intégrés dans les institutions, comme ils l'ont fait avec le CNDP. Ce sont des procédures qui permettent aux Rwandais de pouvoir occuper davantage le Congo au niveau de toutes ces institutions. Ils finiront par trouver des arrangements et dire mettons fin à la guerre, nous allons faire le brassage et les postes politiques vont être partagés entre ceux qui sont déjà à Kinshasa et ceux qui sont à l'extérieur. C'est de cette manière-là qu'ils procèdent pour occuper davantage le Congo et peut-être nous donner un coup fatal un jour. Et que pensez-vous de la déclaration de Madame Louise Mushikiwabo, ministre rwandaise des Affaires étrangères, qui a déclaré, je cite, la MONUSCO est totalement irresponsable. Pourquoi une telle charge contre la MONUSCO? Le Rwanda, à travers ses responsables politiques, est habitué au mensonge et au déni de la réalité. Quand vous essayez de relire toute l'histoire du Rwanda à partir de l'attentat perpétré contre l'avion du président Juvenal Habyarimana le 6 avril 1994 jusqu'à ce jour, quand vous réalisez cette histoire, vous vous rendez compte qu'elle est faite de beaucoup de mensonges et de beaucoup de déni de la réalité. C'est ainsi que l'un d'entre eux, l'un des initiateurs du FPR-APR, monsieur le docteur Théogène Rudasingwa, a un jour ramassé son courage à deux mains pour dire clairement qu'ils ont vendu au monde des mensonges et ils poursuivent cette vente des mensonges au monde jusqu'à ce jour. Leur procédure c'est comme ceci. Ils commettent des forfaits, les forfaits sont dénoncés, ils s'en prennent à ceux qui dénoncent ces forfaits-là, ils activent leur lobby pour qu'ils aient peur et après un temps, on n'en parle plus. Mais dans l'entretemps, eux vendent des mensonges sur la place publique mondiale. Mais pourquoi cet état de choses? À chaque fois qu'il y a ces violences à l'est du pays, on a comme l'impression que c'est la version que le gouvernement rwandais décrit de ces événements qui est suivie ici en Occident. Pourquoi les Congolais n'arrivent pas à faire entendre leur voix dans cette situation? Les Congolais sont en train de lutter pour que leur voix puisse être entendue. Quand vous voyez le travail que toute la diaspora congolaise est en train d'abattre aujourd'hui, quand vous voyez le travail que certaines forces du changement abattent au pays, et vous comprenez qu'il y a beaucoup d'efforts déployés pour que notre voix puisse être entendue sur la place publique mondiale. L'Occident supporte le Rwanda dans la mesure où il est en grande partie l'initiateur de ce qui se passe au Rwanda. Et le capitalisme ou le néolibéralisme qui constitue la matrice consensuelle sur laquelle les forces de la mort, que ce soit les forces de la mort en Occident ou les forces de la mort en Afrique, et beaucoup plus particulièrement en Afrique des Grands Lacs, la force matricielle sur laquelle toutes ces forces-là sont fondées, c'est le néolibéralisme qui ne prospère que là où triomphe la violence brute, le mensonge et les autres faux semblants. Donc, le néolibéralisme ne peut pas prospérer dans sa sauvagerie, dans un espace mondial où il y a des règles invitant à l'éclatement de la vérité, par exemple. Non, c'est la raison pour laquelle ces initiateurs, ces partisans, ces artisans essaient de soutenir le Rwanda, tous ces mensonges et ces efforts de déni de la réalité. Toujours dans cette situation à l'est du pays, les évêques catholiques de Bukavu, dans un message qu'ils ont publié le mercredi 16 juin dernier,
les évêques demandent aux autorités politiques de mettre fin au combat entre militaires et groupes armés dans les deux provinces du Kivu. Eh ben, la question qu'on peut se poser, est-ce que moi je me pose la question, l'Église fait-elle assez pour défendre le peuple? Est-ce qu'elle en fait assez? Moi, je poserai une autre question que je poserai la suivante. Est-ce que nos pasteurs, les pères évêques, arrivent à bien identifier les acteurs de cette guerre qui est en train de se dérouler à l'est de notre pays? C'est bien beau de demander aux gouvernants de mettre fin à cette guerre, mais est-ce que nos pasteurs arrivent à bien identifier les acteurs majeurs et les acteurs apparents auxquels ils s'adressent régulièrement? J'estime que l'essentiel n'est pas de demander qu'on mette fin à la guerre. L'essentiel est de poser cette question: pourquoi cette guerre perdure-t-elle? Quels sont les efforts que l'Église a conjugués jusqu'à présent pour que la vérité puisse être dite sur la place publique, pour que la vérité éclate au grand jour? Souvenez-vous, monsieur Etienne Ngandou, que quand le cardinal Laurent Monsengo a dit que les résultats de la mascarade électorale de novembre et décembre 2011 n'avaient été conformes ni à la vérité, ni à la justice, il n'a pas été suivi par beaucoup d'évêques, même si il y a eu des déclarations qui ont été faites par après allant un peu dans le sens de ceux qu'il soutenait. C'est-à-dire qu'il y a quelques soucis à se faire sur ces prises de position de nos pères les évêques, et un appel à approfondir la question en essayant d'identifier les acteurs et de s'adresser directement à ces acteurs-là pour qu'ils puissent mettre fin à cette guerre. Mais la question qu'on peut se poser, est-ce que l'Église n'est-elle pas divisée? Lorsqu'on voit... moi, je me souviens à l'époque où le cardinal Monsengo a fait cette déclaration, sur les médias de Kinshasa proches du pouvoir, plusieurs personnalités se sont succédées pour vilipender le cardinal. Et toutes ces personnes proches de la majorité des Kabila semblaient se référer au président de la conférence épiscopale pour dire que c'est lui seul qui est habilité à donner la position officielle de l'Église. Et là aussi, le cardinal n'a pas été soutenu par ses pairs. Soutenu ou pas, je pense que la vérité est en train de triompher, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, avec le fait que la guerre perdure à l'est de notre pays, nous réalisons que c'est le cardinal qui avait raison, dans la mesure où le coup d'État qui a été perpétré après ces élections l'a été pour que cette guerre perdure, que les terres de notre pays puissent être occupées et pillées en permanence. C'est maintenant que nous comprenons pourquoi le mouvement de changement orchestré pendant la campagne électorale ayant précédé ces élections de novembre et décembre de 2011, pourquoi cette campagne électorale qui avait mobilisé beaucoup de nos compatriotes acquis au changement a été court-circuité par les résultats de ces élections-là. Ça a été court-circuité afin que ce projet d'occupation de nos terres et de leur pillage puisse se poursuivre. En parlant des élections, un député a proposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour réformer la CENI. Est-ce que cette démarche vous paraît opportune? La démarche est inopportune dans la mesure où ce sont les gouvernants issus du coup d'état administratif de ces élections passées qui sont en poste jusqu'à ce jour-ci. Comment voulez-vous que ces messieurs qui ont orchestré ce coup d'état, après des tricheries, des fraudes, puissent accepter que la Commission électorale nationale indépendante soit réformée dans le sens de faire triompher demain la vérité? Non. Et il faudrait que tout puisse être remis à plat, c'est-à-dire il faudrait qu'une rupture avec cet ordre de la mort puisse intervenir un jour dans notre pays
afin qu'on refasse mieux les choses. On ne peut pas y aller avec des réformes tout en ayant à la tête du pays des gouvernants issus d'un coup d'État administratif. Mais tout de même, plusieurs observateurs étrangers ont demandé, ils ont tous exigé, ils ont tous fait des recommandations allant dans ce sens-là, que la CENI devait être réformée si le processus électoral doit être poursuivi. Et pensez-vous réellement que ce processus peut être poursuivi, parce que la CENI a publié un calendrier renvoyant les prochaines séances électorales au début de l'année prochaine. Y croyez-vous? Personnellement, je n'y crois pas beaucoup. Et même si ce processus pouvait se poursuivre, il ne le serait pas dans le sens de faire triompher les intérêts des Congolais militants pour un changement en profondeur dans leur pays. On va parler un peu d'économie. La Banque centrale, à travers le gouvernement congolais, a annoncé la mise en circulation très prochaine des billets de banque à valeur faciale très élevée, de 1000, 5000 et 10 000 francs congolais. Et la majorité des Quinois que Radio Okapi a pu interroger jugent cette initiative inopportune. Et qu'est-ce que vous en pensez? Cette initiative est effectivement inopportune dans la mesure où je ne vois pas comment la production va suivre cette mise sur le marché des billets de banque à valeur faciale très élevée. Cette mise des billets de banque à valeur faciale très élevée sur le marché congolais va créer de l'inflation et de la misère. Et je suppose même, je pressens que ça pourrait être une tactique pour que ces gouvernants issus du coup d'État administratif des élections passées puissent davantage se servir et s'enrichir illicitement aux dépens de nos populations qui vivent dans une situation de misère anthropologique très prononcée, qui ont beaucoup de difficultés à pouvoir nouer les deux bouts, et nos populations qui ne sauront pas faire face au coût de la vie si jamais ces billets étaient mis sur le marché et si jamais ces billets étaient mis en circulation. Ce sont des entreprises hasardeuses qui voudraient tromper je ne sais qui. Ils voudraient nous donner l'impression qu'ils travaillent alors qu'ils ne sont pas là pour être au service de la population. Ils sont là pour être au service de leur poche et de leur ventre. Monsieur Mbelou, les préparations pour l'organisation du prochain sommet de la francophonie au Congo avancent, et le gouvernement congolais, par la bouche de M. Raymond Tshibanda, a affirmé son ambition de mener à bout avec succès cette mission. Pensez-vous réellement que dans les contextes actuels, après ce qu'on appelle les hold-up électorales, il serait bon pour la francophonie de se réunir au Congo? Mon cher frère, sur cette question-là, moi j'ai une autre approche. Nous vivons d'un imaginaire tellement violé que nous estimons que le pouvoir nous vient de l'extérieur. C'est ainsi que cette question de la francophonie voudrait signifier, entre autres ceci: si la francophonie est organisée à Kinshasa et que les autorités politiques françaises s'y rendent, c'est que ils vont cautionner les tricheurs qui sont en temps poste là-bas. Une réflexion qui peut avoir sa raison d'être, mais qui, à mes yeux, dit combien notre imaginaire a été violé. Au lieu de travailler sur des questions de ce genre-là, nous devrions voir dans quelle mesure travailler davantage à la récupération de notre souveraineté politique et économique et culturelle violée depuis plus de 50 ans. Ces autres questions, qu'il y ait la francophonie chez nous ou pas, que ces gens soient appuyés par l'extérieur ou pas. D'ailleurs, ce n'est pas simplement en organisant la francophonie chez nous qu'ils vont prouver qu'ils appuient le pouvoir en place à Kinshasa, parce que leurs entreprises sont là, leurs entreprises tournent autour du Congo, leurs entreprises pillent les matières premières du Congo. Si elles ne le font pas directement,
elles le font en complicité avec les autres multinationales. Donc nous fions tout simplement à ce qui est visible, mais ce qui est invisible, c'est-à-dire les différentes alliances entre les différentes multinationales qui exploitent notre pays, comme cela n'est pas visible, ça ne nous intéresse pas. Pas vu, pas intéressant. Non, nous devrions apprendre à mieux lutter, c'est-à-dire à poser des questions qui engagent véritablement notre devenir collectif. Et ces questions-là me semblent être aujourd'hui: comment faire ensemble pour récupérer notre souveraineté économique, notre souveraineté politique, notre souveraineté culturelle, pour refaire ce pays-là, afin que nous ayons un héritage valable à laisser à nos enfants et à nos petits-enfants. Le reste ne m'intéresse pas beaucoup. Ah, tout à fait. Pour finir, cette semaine, Radio Okapi signale également que le ministre congolais en charge du dossier de la fibre optique, il a fait un rapport au Parlement pour dire que les fonds qui étaient destinés à cette opération de l'installation de la fibre optique ont été détournés. Et oui, il semble que c'est l'administrateur général délégué de la société en charge de cette opération qui aurait lui-même détourné cet argent. La question qu'on peut se poser par rapport au slogan qu'on a longtemps cité à Kinshasa, la tolérance zéro, on a comme l'impression que bon, Mobutu est parti, mais il continue à vivre dans l'imaginaire des Congolais zaïrois. Et vous le dites très bien, Monsieur Tienando, vous parlez des slogans. Les slogans sont faits pour endormir les populations qui n'ont peut-être pas la capacité de pouvoir les analyser en profondeur et d'y revenir dans un débat public auquel elles participeraient convenablement. Regardez, on nous parle, on nous rabasse les oreilles avec ce slogan-là, tolérance zéro, plus rien ne sera comme avant, la révolution de la modernité. Ce sont des slogans vides de sens. C'est de la rhétorique pour distraire nos populations. Vous parlez de la fibre optique, mais il y a 59 entreprises minières congolaises qui ont été vendues aux îles Vierges britanniques et dont on ne parle pas. Encore une fois, le capitalisme sauvage, pour prospérer, doit être fondé sur le mensonge, la tricherie, la mort, la corruption. On ne peut pas travailler pour le capitalisme sauvage et prétendre la réformer de l'intérieur en recourant aux slogans tels que révolution de la modernité, tels que tolérance zéro. Non, tous, y compris celui qui parle de la fibre optique, travaillent dans un contexte où la corruption est permanente. D'ailleurs, on pourrait se poser la question de savoir comment lui, qui a été un kanguiste de premières heures, peut aujourd'hui se retrouver dans un gouvernement chapeauté par une personne qui l'a un jour sérieusement critiqué. Donc ce sont des gens auxquels il ne faut pas accorder beaucoup d'attention. Ils sont en train de nous distraire tout simplement. Mais pour revenir au slogan, que faudrait-il faire pour aller au-delà de cela? Parce que très souvent, c'est une recette qui revient et une partie de notre population, peut-être par naïveté, s'y accroche, il croit. Que faudrait-il pour aller au-delà de cela, pour redonner un peu de l'espoir au peuple? Parce que là, on a comme l'impression que bon, ce sont des vieilles recettes du impère parti État qui sont revues et à la sauce du jour. Monsieur Etienne Landou, il nous faut une très grande rupture. Il faut rompre avec le système actuel. Ça va prendre le temps que ça prendra, mais nous devons pouvoir travailler d'arrache-pied pour rompre avec le système actuel. C'est un système qui fabrique la mort. C'est un système qui fabrique le mensonge. C'est un système qui fabrique beaucoup d'antivaleurs. Donc, pour sortir du pétrin, nous devons travailler avec toutes les minorités organisées et agissantes à court, moyen et long terme pour pouvoir rompre avec ce système. C'est cela qui est très important. C'est vrai que ça va prendre du temps. C'est vrai que ça prend du temps. Mais si nous ne sortons pas de ce système,
nos populations seront toujours bernées. Ça, c'est une première réponse que je pourrais esquisser. Une deuxième est que ces minorités agissantes et organisées doivent déjà ici et maintenant organiser des cours de civisme, des cours qui pourraient se donner de bouche à oreille pour travailler à l'éveil de conscience de nos populations et arriver un jour à l'insurrection des consciences. Nous ne pouvons pas compter sur ces gouvernants actuels issus d'un coup d'État administratif pour pouvoir rompre avec cette rhétorique faite de beaucoup de slogans pour endormir nos populations. Non, une rupture est plus qu'importante pour sortir de cette situation. Voilà, merci beaucoup, M. Mbelou, et à la semaine prochaine. Merci bien, à la semaine prochaine.